Allez-vous. Si. Alors pour info, il faudra que vous m'aidiez un petit peu par là, parce que bon, on verra ce qui est pas. Mais je pourrais la donc bonjour à toutes et à tous, merci infiniment d'être présents. Dès qu'on a lancé la communication sur la conférence de M. Boulier, on a vu que ça intéressait énormément de gens. Déjà avant ça, ça fait longtemps qu'on avait, notamment de la part de Mathias et William, l'envie de faire venir M. Boulier à l'ISA. Donc Éric Boulier est, comme vous, venu sur les bancs de l'ISA Promo 99, si vous ne savez pas. Et voilà, donc on est très content à l'ISA là, de vous proposer cette conférence sur la Formule 1. On va en parler longuement, il n'y a pas de présentation à proprement parler, c'est beaucoup d'échanges qu'il y aura entre Eric et vous. Je veux vous parler, donc, juste vous dire à quel point on est content que vous soyez là, et vous parler de l'IFER. Vous aurez ici les petits flyers à récupérer. L'IFER, c'est un festival du golf qu'on fait depuis plusieurs années. Avant, c'était la scène du golf avec 2 simulateurs, maintenant on a élémentarisé cela. Et du 9 au 17 février sur le campus Théorie, on vous propose des simulateurs de vol de Airbus A320, d'hélicoptères Jet Bell, de P-47 de la Seconde Guerre mondiale et les Jet Fighter Experience, ce sont des simulateurs d'avion de chasse, Mirage Galaxy. Il y aura aussi des conférences le 14 février, une conférence Safran sur les enjeux de l'écologie. Et le directeur climat de Safran qui sera là, Thibaut Normand. Et il y aura le 16 février une conférence, une table ronde des femmes pilotes. Donc on reçoit l'association des femmes pilotes et qui prend les métiers, de la féminisation des métiers pour les pilotes, mécaniciennes, en tout cas de l'aéronautique. Et puis, le jeudi 9 février, comment? Et nous, je ne l'ai pas oublié, la start pour la fin, le 9 février, on a Yann Bertrand et Philippe Bénaréjo. Philippe Bénaréjo, c'est rédacteur en chef de CN Espace. Et tous les deux ont rédigé un livre, enfin, qui s'appelle Mars, Terre, destin commun, je crois. Et donc voilà, il y a Arthur Bertrand qui était déjà là au 60 ça pour ceux qui sont participés. Il viendra, c'est à 15h30, je crois, 11h30, le 9 février, ici à l'Amphi, avec le scénario pour une conférence, voilà, qui parlera de la planète Mars et comment dire, en fait, c'est la fraternité qu'il y a entre Mars et la Terre. Madame Lower. Je vais laisser la parole. Donc, prenez les tailleurs en sortant de la conférence. Et aussi, on a ici la suite de la conférence d'aujourd'hui. Si vous voulez des petites dédicaces de M. Boulier, ça m'attend. Je sais qu'il en a eu un petit heure, donc il va partir à 16 heures. Je laisse la parole à Stéphane Roverdet. Vous pouvez dire encore mieux. Bonjour à tous et tous. Donc après, en début de semaine, Jérôme Correa de Ariane Group, il y a un grand ancien de l'ISA, donc Éric Boulier, Promo 99, donc vraiment un grand ancien qui vous fait l'honneur de vous parler un petit peu de son parcours. C'est probablement un des meilleurs spécialistes en France de la F1 automobile, puisqu'il fait ça depuis l'école, et je crois même que pendant l'école, quand il était à votre place, il était déjà un peu sur les circuits, un peu souvent. Et donc, c'est une passion qu'il avait depuis très jeune. Il en a fait sa profession. Et c'est un bon exemple pour vous parce que, bon, comme vous le verrez, il y a quand même, et comme c'est écrit sur la page de la conférence, il y a quand même beaucoup d'analogies entre le sport automobile de haut niveau, en particulier la F1, et puis l'aéronautique. Depuis toujours, et c'est pour ça qu'une école concurrente existe, depuis toujours, les techniques aéronautiques ont été appliquées à l'automobile. Donc c'est aussi un débouché possible pour vous. Personne n'est mieux placé, au moins en France, pour vous en parler que Éric Boulier. Voilà. Éric.
À toutes et à tous. Je me présente, Mathias. Je suis le président d'IPSA F1 et membre fondateur parce que l'association est toute nouvelle de cette année. Alors, notre association, elle se présente comme une association technique. Notre projet est de construire un simulateur de F1 dynamique et en réalité virtuelle. Cette année, on est à la fin du projet, donc l'année prochaine, il devrait vivre enfin. Ce simulateur sera mis au sein d'une maquette taille 1.1 d'une vraie Formule 1 afin que les sensations de pilotage soient le plus réalistes possible. Notre association a pour but de rassembler forcément les fans de F1, mais aussi d'initier de nouvelles personnes à ce sport automobile à travers les différentes actions et surtout de mettre en pratique ce qu'on apprend au sein de notre cursus à l'IPSA pour améliorer notre simulateur au fil des années. Donc, il y a William aussi. Je m'appelle William Austin, je suis en troisième année et je suis le fondateur et l'actuel team principal ou team manager de l'association IPSA Racing Team, qui est une association qui a pour vocation de participer à la compétition. Qui a pour vocation justement de participer à la compétition étudiante internationalement connue nommée Formula 1. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de concevoir une monoplace et de l'assembler, bien évidemment, d'ici 2025, et ceci dans le but de la mesurer face aux monoplaces des universités du monde. La Formula Student a pris un nouveau tournant en 2023, puisqu'on a eu en novembre l'officialisation de la compétition donc à Manicourt. En lien entre l'aéro et le et des et comme a pu en parler mon camarade, moi, tous ces aspects techniques et transverses doivent être managés par un petit groupe de personnes qu'on appelle justement des team managers. Et c'est justement une excellente occasion. Nous recevons aujourd'hui une personne qui est idéalement placée pour nous parler de ce genre de choses. Cette personne-là est donc diplômée de l'IPSA promo 1999, team principal de chez Lotus F1 Team, directeur de département compétition chez McLaren F1 Team et président du Grand Prix de France, M. Éric Gouillet. Bonjour à tous, bonjour à Toulouse. Ouais, je sais pas. Pour te dire aujourd'hui, la prescription, c'est que je peux me mettre sur le circuit assez tôt, dès l'âge de 14 ans. En fait, là, ça aussi développé sur la chaîne, on est pas à 30 ans, hein, c'est un peu d'âge maintenant. Et en fait, dans le temps, j'ai pu remplir toutes les conditions.
d'écurie qui s'appelle DA. Dans le championnat aujourd'hui en France, en Formule 2, en Formule 1. Que j'ai commencé avec des à changer ingénieur d'exploitation. C'est quand même des métiers passion. Comme on dit, un petit peu basique, on va faire des ordinateurs. Donc voilà un petit peu pour l'école de 99, je vais tenir à peu près 1940. Dans la longue dimension. Les 4 de 3 de la World Series, de la 1 GP. Vous passez 36 week-ends de course, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps. Qui à l'époque finançait des jeunes pilotes, dont un certain Esteban Ocon, que je connais aujourd'hui. Romain Grosjean, si ça vous rappelle quelque chose. Vous vous rappelez sûrement des Félix dans lequel il a survécu. Et puis, donc, je suis parti au Luxembourg, gérer cette petite boîte. Alors, on a été à l'époque 75 personnes chez DAB, je me suis retrouvé tout seul avec une secrétaire, donc c'était un autre monde. Il y avait beaucoup de déplacements et puis surtout beaucoup d'humains. C'est ce qui m'intéressait à l'époque, de pouvoir aider ces jeunes qui démarraient en fait dans le karting ou dans des séries monoplaces type F4, de pouvoir les aider un peu, les accompagner, les conseiller pour aller à la quête du Graal, forcément, la Formule 1. Et je trouve que la vie, des fois, vous apporte des opportunités auxquelles vous ne vous y attendez pas, puisque le petit fonds d'investissement, en fait, n'était pas si petit que ça, puisqu'ils ont racheté l'écurie Renault F1. Sans le dire d'ailleurs, parenthèse. Pour la petite anecdote, j'étais au Trophée Rose à l'époque avec Alain Prost en plein mois de décembre, je crois juste avant Noël, et quand ils m'ont appelé un samedi soir très tard en me disant tiens, on a un truc à te dire, en fait, il faudra que tu viennes en Angleterre début janvier, on vient de racheter une écurie de Formule 1. D'accord, bon, très bien, ok, joyeux Noël, hein, puis on verra ça début janvier. Ce que je voulais dire, c'est une histoire vraie en plus. Et donc, j'arrive à Enstone donc, début janvier, et là, ils me disent ouais, on voudrait que tu aies un rôle sportif. Okay. C'est bon, je gère déjà des pilotes, donc ça fait du sens, puis c'est un peu mon métier un peu avant aussi. Et en fait, après 2 heures de discussion, ils m'ont dit bah non, en fait, le sportif, ça va se transformer en team principal. Je parle à mon collègue. Et donc voilà, et donc 5 minutes après, j'étais devant 500 personnes, 95% anglais, et on me disait, t'es pas trop d'écurie, j'avais aucune préparation. Donc c'était un grand moment de solitude, je ne vous cache pas, que là, le micro, je ne le tenais pas parce que j'étais comme ça. Et puis ben voilà, puis ben, je me suis mis. Et alors c'est une deuxième carte que je voulais aussi apporter, même si c'est l'histoire vraie qui est rigolote, mais à l'époque, je ne souriais pas autant que ça. C'est quand même, mine de rien, ce qu'on apprend à l'école. Alors je sais que je vais faire un peu mon rabat-joie, mais même si c'est pas toujours très marrant, je ne vous cache pas. Ce que vous apprenez quand même, c'est que vous apprenez à apprendre aussi. Ça, c'est vachement important, parce qu'en fait, on arrive tout au long de votre vie, vous allez être amené, et je pense encore plus, votre génération que la mienne, à devoir changer, vous renouveler,
Et puis en fonction de vos envies et vos passions, vous allez vous retrouver à faire différentes choses. Et c'est ce que la formation aujourd'hui d'ingénieur, même si elle est axée spatiale ou aéronautique, ou mobilité durable maintenant, j'en parle aussi parce que je suis dedans maintenant. Voilà, c'est ce qui va vous amener aussi à vous remettre en cause et à changer et à pouvoir facilement vous adapter. Donc, bref, je me suis retrouvé à gérer donc 500 bonhommes du jour au lendemain, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, mais voilà, il suffit simplement de s'y mettre, garder un peu d'humilité, beaucoup écouter, et puis petit à petit, ben, on arrive à rentrer dans le moule. Alors effectivement, c'est pas toujours facile, hein, je ne vous cache pas. Et puis bon, bah, l'histoire a fait qu'elle était plutôt jolie parce que 2010, une année un peu compliquée avec des pilotes de renom comme Kubica. L'autre était un peu moins renommé, un pilote russe s'appelait Petrov, donc ça m'a valu quelques allers-retours à Moscou et quelques histoires un peu rigolotes, mais je les garde pour plus tard, ça ira. Et puis après, bon, bah, alors l'accident de Kubica, donc là vous rentrez dans la vraie vie de patron d'écurie. Mois de février 2011, Kubica qui fait un rallye sans nous dire, qui a un accident qui frôle la mort, et donc il peut pas, qui arrête sa carrière de Formule 1. Donc là, il a fallu changer, trouver des pilotes. Enfin, là, quand vous êtes sous pression et qu'il n'y a pas le choix, et que vous avez en plus un timing, un délai à respecter, je veux vous dire que là, on ne se pose plus de questions de savoir si on est prêt ou pas, il faut y aller. 2011, on avait très compliqué, puisque techniquement parlant, la voiture était une petite génie, mais elle ne marchait pas du tout. Donc en fait, ça a été une année catastrophique. Et là, l'histoire qui est plus sympa, effectivement, c'est que 2012-2013, ça fait loin, hein, 10 ans quand même, on a gagné 2 Grands Prix, on a fait 25 podiums sur ces 2 saisons, et on était le petit poussé à l'époque du paddock, puisqu'on avait un petit budget. Et donc ça a été effectivement une très belle aventure humaine. La clé aussi du succès, c'est qu'on était entouré de gens, on s'était entouré de gens qui étaient évidemment extrêmement compétents, extrêmement passionnés, dédiés, et qui ont tout donné. Voilà. Le succès sur la piste a fait que la grosse écurie, la grosse machine McLaren est venue me contacter. Ça s'est fait en 2 jours. Et puis on est en Formule 1, donc pour l'anecdote toujours, hein, ils m'ont appelé un 31 décembre quand même. Hein. On veut te voir tout de suite. Ah, je ne suis pas sur le même continent, ça va être compliqué. Et bon, je suis rentré, je ne les ai pas vus tout de suite, mais je les ai vus le lendemain, le premier, et puis voilà, donc ça a été fait assez vite. Et je suis arrivé donc, chez McLaren, alors là, on changeait un peu de dimension, c'est un grand groupe, 3000 personnes, qui font des voitures de route, qui font de la technologie, on connaît tous la marque McLaren, le légendaire Ron Dennis, que j'ai côtoyé pendant 3 ans. Et là, bon, ça a été un très gros challenge humain, parce que 850 personnes, donc déjà, c'est plus la même dimension dans l'écurie. Et une grande marque, des grands pilotes, puisqu'il a fallu ramener, une de mes premières missions, ça a été de ramener un grand pilote. On m'a demandé de chercher un champion du monde, donc à l'époque, il y en avait 2 qui m'intéressaient, c'était Vettel et Alonso. Donc je suis allé chercher Alonso, je l'ai fait ramener, mais ça a été pareil, longue histoire, il m'a fallu 13 grands prix. À l'époque, il fallait, pour romancer un peu l'histoire, mais qui est vrai, hein, quand vous êtes en Formule 1, vous êtes sur tous les week-ends de course, il y a 500 médias, donc forcément, on ne peut pas sortir de sa chambre d'hôtel sans se faire opérer. Donc il fallait un peu user de stratagème, se déguiser, se voir le soir dans des hôtels un peu bizarres. Enfin, bref. C'est vrai, tout ça, ça fait rire, mais quand je le dis, c'est vrai que c'est débile, mais c'est comme ça. Et je crois que j'ai hésité, il n'y a rien du tout de. C'était sa chambre d'hôtel. Mais bon, c'était le seul moyen de se voir sans se faire repérer par la presse. Et donc voilà, donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et puis après, bon, pour ceux qui suivent la Formule 1, McLaren avait signé avant que j'arrive un nouveau partenaire moteur Honda. Essayer de recréer le mythe de McLaren Honda de l'époque Ayrton Senna à la Prost dans les années 80. Bon, ils avaient signé un peu tôt, pour rester poli. On va dire que le moteur n'était pas encore tout à fait prêt, donc ça a été effectivement assez compliqué à gérer pendant en tout cas les années où j'étais présent chez McLaren. Mais une énorme expérience. Alors pareil, il faut donner un peu de son temps, forcément. Je crois qu'à un moment, je faisais entre chaque Grand Prix, je faisais un aller-retour, je restais 7 heures au Japon pour être sûr qu'on a suive le rythme de développement qu'on essayait de leur imposer. Il faut aimer l'avion, hein, si vous faites ce métier-là, parce que vous êtes tout le temps dans un avion. Mais voilà, c'était une aventure en tout cas humaine extraordinaire qui m'a permis de rencontrer de très des gens de très haut niveau intellectuel. Il faut savoir que la F1, c'est un petit peu comme l'aéronautique, comme le spatial, hein, comme vous.
si vous êtes là, c'est que vous allez demain être des ingénieurs de demain. Le reste sont des cerveaux bien faits. Et il y a énormément de choses à apprendre, que ce soit dans les process, que ce soit dans la manière de manager, et la manière aussi simplement de faire son travail. L'aventure F1 a fait que, effectivement, à travers le prisme médiatique, on parle un peu de vous. Alors, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone du Premier ministre français, qui, je m'attendais à avoir une médaille. Non, en fait, il m'a donné du boulot supplémentaire. Il m'a demandé de les aider à ramener le Grand Prix de France de Formule 1 en France, puisque le Grand Prix s'était arrêté en 2008 à l'époque. Alors, je vous passe un peu l'histoire parce qu'il y a eu des changements de président, ça n'a pas tout à fait marché. Et puis en 2016, Christian Estrosi, donc le maire de Nice, me rappelle en disant: j'ai recomposé le petit groupe de l'époque, est-ce que vous pouvez nous aider à ramener le Grand Prix de France? Et donc, c'est ce qu'on a fait. Le Grand Prix de France est revenu en France, donc, au circuit Paul Ricard en 2018. Et ça a correspondu à peu près à moi à la fin de mon aventure chez McLaren. Et après 9 ans en F1, j'en avais un petit peu marre de voyager et tout le temps, donc j'ai voulu un petit peu changer de vie. Et puis, quand vous êtes patron d'une écurie comme McLaren, quand vous partez de chez McLaren, on vous oblige à ne pas travailler, ce qui est sympa d'ailleurs, pendant 12 mois. Payant. C'est ce qu'ils appellent le gardening leave. Pour éviter que vous alliez donner les secrets de l'écurie aux autres, on vous empêche de travailler pendant 1 an. Et donc, au bout d'1 an, j'ai été invité à rejoindre le Grand Prix et à le diriger. Alors, il y avait eu une édition 2018 qui avait été un spectaculaire succès sur la piste, dans l'enceinte du circuit, un peu moins à l'extérieur, puisque vous êtes trop jeune peut-être pour l'avoir connu, mais bon, il y a eu d'énormes problèmes de mobilité, justement, de trafic. Il fallait jusqu'à 7 heures pour faire les 5 derniers kilomètres pour accéder au circuit. Donc, autant vous dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu de F1, en fait. Donc, ça a été un peu un désastre au niveau mobilité. Et le Grand Prix, on a payé les conséquences, puisqu'en 2019, très bel événement, mais il n'y avait personne. Forcément, personne n'est venu, ils sont restés chez eux et ils ont regardé le Grand Prix à la télé. 2020, moi, on me demande donc de gérer ça en me disant: essaye de trouver des solutions. Le circuit Paul Ricard est un circuit magnifique. C'est vrai qu'il n'est quand même pas aidé par les infrastructures, puisqu'il n'y a que 3 nationales qui le desservent. Et puis, 2020, Covid est arrivé. Donc, forcément, ma première décision en tant que nouveau patron du Grand Prix, de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie, gérer un grand événement sportif international, comme ils appellent ça, les énarques et les GESI. J'ai commencé par l'annuler. Je prenais un peu de temps. Bon, la vraie raison, c'est qu'en fait, quand j'ai pris mes fonctions, ça s'appelle la chance du débutant. Je me suis retrouvé avec des tas de papiers comme ça à remplir. Je ne savais même pas comment on organisait un événement, à part les fêtes que j'avais faites au PDE à l'époque. Ça fait les dernières choses que j'avais fait en tant qu'événement. Et donc, je me suis retrouvé en fait, voilà, il y a plein de dossiers qui passent. Comme on ne sait pas, on prend des solutions. Et notamment, le dossier assurantiel est arrivé et j'ai coché toutes les cases en disant: voilà. Et alors, j'ai de la chance, c'est que j'ai coché la case pandémie. Sans savoir. Sans savoir. En fait, là, je reconnais, c'est pas du tout un peu de génie. Et donc, forcément, quand la Covid est arrivée, que tout s'est arrêté, j'ai annulé le Grand Prix. On a été le seul qui a été annulé d'ailleurs, puisqu'on était les seuls à avoir pris cette option. Voilà. Peu de chance, coup du temps. 2021, quelque part, le Covid m'a servi parce que du coup, il y a eu quand même 4 mois de plus pour se préparer. Et du coup, j'ai pu comprendre un peu comment ça marche. Parce que donc, je peux prendre le temps de me renseigner un peu sur tous les tenants, les aboutissants. Il faut savoir qu'un Grand Prix, c'est moins impressionnant pendant l'année, puisque c'est 20 personnes permanentes. Mais la semaine du Grand Prix, c'est 4000 personnes. Donc, c'est déjà autre chose à gérer, c'est d'autres structures à mettre en place, c'est des structures éphémères en plus. Donc, effectivement, il a fallu comprendre tout le mécanisme et l'anticiper surtout. Et là où le Covid m'a aidé, c'est qu'en 2021, on a été le premier événement international français qui a eu le droit d'accueillir des spectateurs. Et en mai, on était contraint d'avoir 3 fois. Enfin, normalement, c'est 5000 personnes. Je suis un peu têtu, j'ai réussi à avoir 3 fois 5000. Mais bon, ça a coûté un peu cher puisqu'il a fallu couper le circuit en 3. Enfin, moi, je passe les détails. 3 services Covid, 3 services de sécurité. Enfin, bref, on a réussi à faire rentrer 15 000 personnes, dont le team principal. Que j'ai rencontré à l'époque. Et puis, donc voilà. Donc ça a permis, au moins, j'ai fait en tout cas mes premières armes avec un peu moins de spectateurs, qui était plus facile à gérer. Et puis 2022, voilà, ça a été malheureusement la dernière édition de ce Grand Prix de France, puisqu'il n'a pas été reconduit. Mais ça a été un énorme succès, puisqu'il y a eu 200 000 spectateurs sur 3 jours.
et 0 problème de bouchon. Donc ça, j'en suis fier. Et donc voilà, je crois que tout le monde a passé un excellent week-end. Et quand on organise des événements, la seule chose qui nous intéresse, c'est de voir les spectateurs repartir le dimanche avec le sourire. A priori, c'est ce qui s'est passé, donc j'étais content. En tout cas, ma petite mission avait été réussie. Donc voilà, en quelques mots, quelques bons résumés ma carrière. J'ai pas fait de présentation dans un but très précis, c'est que moi je suis pas très fan déjà parce que je suis pas très bon orateur, on va dire à la base. Et surtout, moi j'aime bien l'interaction. Alors je sais que vous n'aimez pas ça, mais je peux vous garantir quand même que c'est pas mal parce que quand on crée un lien et que ça vous permet de poser des questions, c'est quand même plus sympa et ça permet d'avoir des anecdotes, ça permet de passer un meilleur moment en tout cas. Alors, je suis désolé pour les Toulousains. C'était résolu. Ils vont. Mais bon, C'est bon, c'est bon. Par écrit. Alors, du coup, si vous voulez poser des questions à Eric, c'est le moment. Alors, à qui je donne le micro? Vous commencez. On va l'appeler comme ça maintenant. sûrement maintenant, c'est Une première question, parce que votre carrière est quand même assez riche. Et on va commencer par le début. Donc vous avez commencé chez Dams en Formule 2, enfin, l'équivalent de la Formule 2, Formule 2 à l'époque. Justement, pour en arriver là, un peu à notre niveau, donc pour l'instant, justement, on est encore on espère y aller bientôt, mais on n'y sera pas encore. Est-ce que vous aurez des conseils, que ce soit de plus soit de carrière, soit de stage, mais s'orienter justement pour avoir toutes les chances de venir dans ce milieu-là? C'est une très bonne question. On dit toujours comment on fait pour rentrer dans ce milieu, et d'ailleurs c'est la même question qu'on peut avoir quand on fait pour rentrer chez Airbus. Alors le piston ça marche, mais c'est pas toujours facile. La vérité c'est qu'en fait il faut être extrêmement déterminé. La raison pour laquelle j'ai pu commencer chez Dams, c'est parce que j'avais fait des stages avant. Alors des stages, des travaux. Je me suis présenté un jour dans une écurie, un peu à l'improviste et au culot. Et en disant, voilà, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous pendant telle course ou telle course parce que je suis disponible à ce moment-là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans le milieu puisque j'avais personne dans ma famille, moi, qui faisait de la course automobile. Et c'est la détermination. Pourquoi j'utilise ce mot-là? C'est parce que dans tout ce que vous ferez, et là, je ne vais pas me positionner en père moralisateur, mais tout ce que vous allez choisir de faire dans la vie, je vous conseille de le faire avec. Je n'aurais pas passion, parce que tous les métiers ne sont pas forcément passion, on le fait avec intérêt. C'est ce qui va toujours vous guider, et c'est ce qui va de nouveau déclencher la détermination pour pouvoir faire ce que vous voulez. Alors le sport automobile, c'est extrêmement fermé. On en parlait tout à l'heure de Julien Simon-Chotan, qui est aussi un ancien IPSA, que j'ai côtoyé sur les circuits, que j'ai vu à Canal+ récemment. Voilà, il a aussi, comme moi, il a démarré très tôt. On parlait d'abord de l'école concurrente. Bon, si je prends l'exemple de Frédéric Vasseur, aujourd'hui, qui est patron de Ferrari, c'est pareil, il a commencé sur les bancs de cette fameuse moins fun. C'est pour ça qu'il a commencé, en fait. Il a commencé aussi en même temps. Et ça fait des initiatives comme la vôtre que vous allez pouvoir avoir accès aussi et remplir votre CV. Sur des métiers passion, il faut avoir déjà des référents, il faut avoir un peu d'expérience, avoir un stagiaire. Je suis aujourd'hui entrepreneur et j'en parlerai après parce que c'est dans la mobilité, mais ça coûte du temps et de l'argent. Alors on veut le faire. J'en prends d'ailleurs des stagiaires, j'en prends un cette année, je crois qu'il s'appelle Monsieur Le Breton. Bah oui, il a postulé, il a osé, et voilà, ça a marché. Mais c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est qu'il faut. Il faut du temps et il faut les former. Et moi, je suis prêt à le faire, à faire en place. Mais voilà, et plus vous êtes formé et préparé, mieux c'est. Donc, voilà, détermination, et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas beaucoup de postes, alors il faut être malin, il faut être un peu osé, comme on dit aussi, de temps en temps. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quelque part, ça montre que vous sortez du lot. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
À l'époque, quand le GP France a resté reconduit, il était à Manicourt et quand on a fait vous l'avez fait ouvrir à Paul Ricard. Est-ce qu'il y a une raison particulière de pourquoi Paul Ricard et pas Manicourt ou un autre circuit? Et la deuxième question, je vais en parler de politique. En fait, il y avait des raisons pour lesquelles, on va dire, je peux prendre ça dans ce sens-là, pour laquelle ça s'est arrêté à Manicourt. Manicourt, c'est quand même un très beau circuit, c'est un circuit qui est même reconnu techniquement parlant par les pilotes. Et quand moi j'étais à Montpellier, en fait, je faisais le lien entre à l'époque le patron de la Formule 1 qui était Bernie Ecclestone. Et quand moi j'avais la chance d'avoir au téléphone et de le voir toute la semaine, forcément, c'est important qu'à l'époque le Premier ministre m'avait demandé de faire le messager. L'une des conditions, c'était on ne retourne pas à Manicourt. Et l'une des raisons, c'est pas parce que la piste elle est belle ou technique, c'est que la F1 était en train de prendre un envol particulier, en train de grandir, commercialement parlant. Hein. C'est un énorme business, la F1, c'est 2,4 milliards qu'ils vont faire cette année de revenus, et pour des bénéfices qui sont de l'ordre d'1,6 milliard. Bon, après, cet argent-là, il le redistribue avec les équipes, mais donc, tout cet argent vient aussi de sponsors, de gens qui viennent activer sur les circuits. Manicourt, c'était un gros problème d'être au milieu de la Nièvre, parce qu'il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez de moyens d'accueil, en tout cas, pour que la F1 vienne. Et quand vos sponsors, et ça je l'ai vécu forcément chez Lotus et chez McLaren, au début de l'année, vous faites un planning vis-à-vis de vos sponsors, où est-ce qu'ils veulent venir avec leurs invités, bon, c'est assez flagrant, ils choisissent toujours les mêmes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le fond là? Et alors, juste pour finir ce sujet, pardon. En France, il y a que 3 circuits qui pourraient potentiellement accueillir la F1, c'est le Mans, c'est Manicourt et c'est le circuit Paul Ricard. Donc, voilà. Ah, merci. Bonjour, je m'appelle Maxime, et alors j'avais une question pour vous. Vous aviez expliqué que vous aviez été amené plusieurs fois à gérer des hommes, des femmes aussi, j'imagine, mais vous aviez fait ce travail-là. Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus intéressé? Qu'est-ce qui en est ressorti de plus positif? Du son, j'ai compris. Alors, en fait, quand vous passez du temps sur les circuits à 14, 15, 16 ans, vous ne voyez que les équipes d'exploitation et vous ne voyez pas forcément ce qui se passe derrière la scène, comme on dit. Ce qui m'a plu au début, c'est de pouvoir gérer techniquement une voiture de course, humainement une équipe. Alors, on est dans la course automobile, on est quand même très discipliné, un peu comme des militaires. Hein. On ne parle même pas d'ailleurs des rôles, on parle de mécanicien numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc c'est vraiment très simpliste. C'était cette organisation qui était millimétrée, qui doit fonctionner à la seconde près, en fait, qui m'intéressait un petit peu aussi de comprendre les rouages, comment ça fonctionne. Et puis après, il y a aussi le côté après relation avec le pilote, là, c'est encore autre chose. Donc c'était plus humain, on va dire, aux 3/4 que technique, en fait. La partie technique, en fait, venait après, quand vous devez évidemment manager une voiture, que ce soit la maintenance, la préparation, les réglages, les stratégies pendant la course. Toute cette partie-là, effectivement, était extrêmement intéressante. Mais ce qui m'a rapidement plu, c'était le management humain. Il n'y a plus de micro, alors vous allez poser vos questions très fort. On va honneur aux dames. Vas-y. Lève-toi peut-être. Du coup, en termes de relations avec les pilotes, est-ce que vous avez rencontré parfois des difficultés? Ou même entre teams principales, sur une relation de compétition ou pas du tout Alors, la question était dans la relation avec les pilotes, c'est ça, est-ce que j'ai eu des difficultés? Et avec les autres teams principaux. Alors, c'est comme ça que c'est bénéfice. On se parle, mais on se hait. C'est vrai, hein, c'est un peu exacerbé, d'accord. Mais la vérité, oui, c'est que. La vérité, c'est qu'effectivement,
je dirais, pour être dans la Formule 1 ou dans le sport en général, il faut être compétitif. Si vous êtes compétitif, chacun devient un ennemi. Et pour la petite anecdote, quand je suis passé de Lotus à McLaren, j'ai quand même mis quelques semaines à m'ajuster, parce que cette McLaren ayant été mon ennemi pendant 4 ans. Puis en fait, c'est le numéro 1. Donc j'ai un peu de mal à m'ajuster. Mais c'est vrai que les relations sont pas. On a des gens avec qui on s'entend bien, ou en tout cas, c'est plus du respect, parce qu'on ne passe pas notre temps avec eux, puisqu'on est ennemis de toute façon. Donc, on se côtoie. Donc, il y en a d'autres, on ne s'entend pas du tout. Donc, je fais partie de ceux qui n'aiment pas Christian. Je m'entends très bien Toto. Je le dis de toute façon. Après, pour les pilotes, c'est ça. Pour les pilotes, hormis situation exceptionnelle comme l'accident de Romain, en tout cas, ouais, ils sont tous vraiment différents et compliqués. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert après, c'est donc de gérer des égos de grands sportifs. Mais pour vous faire marrer, vraiment, mais c'est que gérer les grands ingénieurs, c'est peut-être aussi compliqué des fois. Parce que le sport national, quand on est team principal, c'est d'aller piquer les ingénieurs des autres. Hein. Je passé un tiers de mon temps à faire ça. Parce que quand vous voulez savoir ce qui se passe chez les autres, vous allez embaucher un ingénieur principal, au moins vous savez tout. Et c'est comme dans les films de policiers, il passe 3 semaines dans des salles où il est interviewé par tout le monde de l'entreprise jusqu'à ce qu'on ait tout pris et qu'on ait tout compris ce que c'est en train de dire. Mais c'est donc effectivement on crée des agressivités. Alors les pilotes, je n'ai pas eu les plus faciles. Hein. Le fameux Kimi Raikkonen, je pourrais dire qu'il est très agréable, mais il est aussi très compliqué. Alonso, Jenson Button, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des champions du monde, ils sont tous différents, ils ont tous des personnalités, et on doit tenir compte de certains de ces aspects en fait pour vous faire avancer, sinon vous avez quelques bugs. Alors Kimi, première fois que je joue Kimi, il arrivait toujours en retard en réunion, donc ça commençait à m'agacer. Et en fait, je savais que chez Ferrari, Jean Todt à l'époque lui mettait des amendes. Il était en retard, c'était temps par minute. Bon, je me voyais pas faire ça, c'est pas mon style. Et donc en fait, un jour, j'ai demandé à. Alors, en plus, il faut savoir que vous avez 2 voitures, donc vous avez 2 pilotes, et on a tout en double en fait, hein, donc les ingénieurs sont. Et un jour, en fait, j'ai demandé aux ingénieurs de Kimi de se mettre du côté Grosjean. Quand Kimi est arrivé, il était tout seul. Il me dit, moi je suis tout seul. Je ne jamais là. Il n'y a plus jamais de retard. Voilà, c'est des anecdotes, mais c'est comme ça que ça se manage. Il faut être un peu créatif, parce que c'est des personnalités. J'avais une question, vous qui êtes en sport depuis plus longtemps que moi, je suis sur cette période. Vous pensez-vous des différentes évolutions, que ce soit une motorisation ou la robotique, et comment pensez-vous de l'évolution de l'F1 à travers les années? Est-ce que pour vous c'est positif? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Bonne question, assez vague parce que ça dépend de sous quel angle on se place. Si on parle de la notoriété de la F1 aujourd'hui, elle est en train d'exploser. Donc, moi étant on se retrouve depuis longtemps, je trouve ça génial. Après, ça a d'autres conséquences, comme on a perdu de ça, par exemple. Donc, ça dépend de quel angle on veut se placer. Côté technique, par exemple, ce qui a été fait sur les voitures à partir de 2022, je crois, c'est vraiment, ça va dans le bon sens. On essaye de rapprocher la performance des voitures pour éviter qu'une écurie domine. C'est pas tout encore réussi, mais ça va venir. Mais la grande décision qui a été prise et qui va permettre ça dans le futur, c'est effectivement des budgets cap, parce qu'en fait, moi, à mon époque, on avait 90 millions d'euros de budget chez Lotus et il y avait 400 millions d'euros de budget chez Mercedes. Donc, où il y a différence. Même s'il y avait un règlement technique quelque part, eux faisaient 3 ailerons par course, moi j'en faisais qu'un toutes les 2 courses, donc il ne fallait pas se tromper. C'était l'avantage, c'est que quelque part, en termes de management, justement, ça forçait à changer les process en interne pour être sûr que l'aileron qu'on amenait était un gain significatif en termes de performance. Pour donner une petite idée, d'ailleurs, pour ceux qui sont peut-être un peu néophytes dans F1, la saison de F1 commence au mois de mars, elle se termine au mois de décembre. Tout au long de l'année, il y a du développement technique. Et si vous preniez la voiture de la dernière course et vous la ramenez à la première, vous êtes 2 secondes plus vite. Ça vous donne un ordre d'idée du développement en fait en termes de performance qui est fait tout au long de l'année. Et donc
Je vais manquer maintenant. J'ai arrêté la question, mais voilà, c'est clair que tous les aspects sont bien. Là où la F1 peut-être aujourd'hui pêche un peu, c'est le côté des moteurs durables, justement, parce que amener des moteurs électriques, c'est pas la solution. On l'a vu avec la Formule 1, ça intéresse personne. Mais je vois les 24 heures du Mans à côté, par exemple, qui sont déjà en carburant synthétique, donc ça pollue beaucoup moins, c'est pas fossile. La F1 va l'introduire en 2026, je trouve que c'est un peu tard, par exemple. Et puis dans les regrets, bah oui, les voitures sont devenues un peu tâtonnes, hein. Elles sont peut-être jolies comme ça un peu tôt, mais elles sont grosses, elles font presque 800 kg. Moi, quand j'ai commencé, ça en faisait 550. C'est pas tout à fait la même philosophie. Là, c'est une raison de sécurité aussi. En voit ce qu'il va, comment Alpine doit décoller. Australie, je m'en rappelle. C'est moi, je t'en plus. C'est vrai que Lucas s'est arrêté pendant 2 semaines. Alors, vous êtes ingénieur étudiant, vous savez aussi que plus c'est lourd, plus il y a d'énergie. Donc, forcément, il y a un moment, plus c'est lourd, plus on doit surdimensionner, et on tombe dans une spirale qui devient compliquée. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter maintenant de mettre du poids et il faut être plus intelligent. Et ça coûte cher. Oui. Voilà, la Formule 1, dans la production écologique, des hybrides, de pouvoir alléger les voitures, c'est la pollution. Mais ce pas trop, il y a on va pas là repartir sur des feux thermiques avec légères couleurs. On va répéter la question pour les 12, cette question de temps. Pourquoi la F1 n'est pas encore tout à fait, on va dire, calée sur tout ce qui est développement durable. Vous parlez de regard à des moteurs thermiques, c'est ça? Des voitures plus légères, parce que les voitures plus longues polluent effectivement un peu plus. On ne va tout changer. Le problème de chaque changement de réglementation, déjà, ça fait un petit évolution. Et il faut quelques années avant que ça se cale un peu. Il faut savoir que l'écurie, vous avez 350 ingénieurs, ils ont été payés juste pour être borderline sur le règlement. Donc si vous changez sur le règlement, on trouve plein de, comme on dit en anglais, de loopholes. Et du coup, ça risque un peu de déséquilibrer, on va dire, le côté sportif. Après, il y a aussi, je dirais, il faut être dans l'air du temps. Du temps dans le sens où il faut être un peu plus éco-friendly, comme on dit. Il faut essayer quand même de s'adapter. Donc, les motorisations de F1, par exemple, sont des bijoux de technologie et on aimerait bien les avoir dans les voitures de tous les jours parce que votre consommation, ça divise par 3 ou par 4. Et ça, je pense qu'ils s'en inspirent aujourd'hui, en tout cas les constructeurs automobiles s'en inspirent. Et le fait que les prochaines étapes 2026, ça va être un moteur qui va être encore simplifié, mais hybride, en carburant synthétique, ça va être une autre étape. Je sais que Pirelli travaille sur des pneus qui devraient être aussi un peu moins polluants. En tout cas, la F1 sert de laboratoire, c'est un peu son rôle à la base, pour aller dans le bon sens. On voit aujourd'hui que ça s'électrifie dans les voitures de tous les jours. On parle de l'hydrogène, on n'en parle plus, on en reparle, on ne sait pas encore très bien où on va. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, il y aura un hybride de tout ça, c'est-à-dire de l'électrification pour les villes, des voitures hybrides peut-être pour les campagnes ou les longs trajets, l'hydrogène quelque part qui va trouver sa place. Donc il faut rester dans cet écosystème-là et il faut que la F1 reste un laboratoire, en tout cas, pour qu'il y ait des avancées significatives sur ce terrain. Ouais. Avec le rôle commercial à Finlande, est-ce que c'est pas plus compliqué aux gens milieu par rapport à la 10-15 ans où avec des petites écuries, par exemple, au Motus, c'était possible de gagner une course, alors que là, c'est faire. Je pense que c'est pas compliqué de gagner ou compliqué de rentrer? De rentrer et de. Alors, compliqué de rentrer, oui, parce que forcément, qui dit budget cap déjà, ça veut dire qu'il y aura moins de personnes, donc ils sont plutôt en mode on réduit les effectifs. Mais compliqué parce que comme la F1 aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde veut y aller, tout le monde veut briller, si je peux me permettre. Effectivement, c'est plus compliqué, mais c'est toujours possible si on a quoi que vous vouliez faire, vous pouvez toujours le faire. Il y a plein de moyens de rentrer. Si vous voulez aller en frontal, envoyer une CV à la sortie du CEN, ça va forcément être évident parce que des CV comme ça, il y en a avec 120 ou 150 par jour qui arrivent.
Donc après, il faut se différencier. Il faut passer peut-être par, pas très loin d'ici, vous avez Viry-Châtillon, qui a Renault qui fait des moteurs. Ça peut être une porte d'entrée. Après, il y a des formations post-IPSA qui existent en Angleterre. Je pense à Cranfield, qui fait un motorsport, un MBA motorsport, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des voies aussi où vous pouvez rentrer par d'autres moyens, ou faire aussi la voie comme moi j'ai fait, c'est-à-dire avoir déjà quelque part un référent et passer par les formules de promotion, donc F4, F3, F2, et ainsi de suite. Mais c'est pas évident, c'est clair. Et pour répondre au Cagny, je pense que, à l'inverse, avec le COS 4, le fait que la réglementation elle a été changée, aujourd'hui on a vu un resserrement des performances entre Red Bull, Ferrari, ça va être emmerdé l'année dernière, et Mercedes, qui sont plantés aussi d'ailleurs, mais bon, cette année tout le monde devrait être mis à peu près à l'endroit, et on va avoir un resserrement des effets ensuite. Vous avez mentionné vos allers-retours en Russie pour qualifier, il me semble, et puis après également l'appel du Premier ministre pour le Grand Prix de France. Et ma question aujourd'hui, c'est à quel point la politique est importante en F1, est-ce qu'il reste ne serait-ce qu'un peu de place pour la passion et autre chose que la politique? Alors, là où j'en avais pas de politique, c'est quand je suis assis sur le muret avec la course de marais. Alors moi, c'est tranquille. Parce que là, on était concentré que sur le sportif, et donc c'était bien. Après, comme nous, la politique à mon niveau, en tant que patron d'écurie, elle est forcément omniprésente. Il faut savoir que vous le rencontrerez dans votre vie à tous les niveaux. Et premier job que vous aurez, il y aura forcément de la politique à tous les niveaux. Ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre dans la vie courante, la vie active. C'est qu'il y a un moment pour faire sa place, pour savoir où vous allez aller. Il y a toujours quelqu'un que vous allez déranger, donc forcément, il y a la politique qui va rentrer en jeu. Mais oui, il y a beaucoup de politique en Formule 1. Mais il y a beaucoup de sujets, que ce soit sportifs, techniques, par exemple, ou même humains, où vous êtes vraiment dans des contextes assez incroyables. Ces voitures sont des bijoux technologiques, elles sont refaites complètement, entièrement tous les ans. On est sur des standards de l'aéronautique, donc on est quand même sur des très hauts niveaux de technologie. Donc, il y a plein de sources de satisfaction. Mais vous naviguez dans un milieu très politisé. J'avais une petite question au niveau des effectifs dans les écuries. Quelle est la proportion entre les ingénieurs qui travaillent dans les usines, par exemple à Viry-Châtillon Winston pour Alpine, et ceux qui vont travailler directement dans le cadre et qui vont être amenés à voyager sur les différents Grands Prix, et comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Grosse question. Alors, la question, c'est combien d'ingénieurs travaillent chez un motoriste ou dans une écurie, sédentaires à l'usine ou des chanceux qui voyagent. Si je prends Alpine, puisque je les connais un peu, ça me prend 350 personnes à Viry. Je crois qu'ils sont 7 ou 8 à voyager sur le circuit. À Enstone, ils sont 800, je crois. Et le nombre de voyageurs, en fait, c'est codifié par écurie, puisque c'est réglementaire. En fait, chaque écurie ne peut amener que 66 personnes techniques. Alors, j'ai technique parce que ça n'inclut pas le marketing, le catering, l'hospitalité, et ainsi de suite. Mais c'est 66 personnes techniques. Donc, voilà, une écurie comme Alpine a à peu près 350 ingénieurs à Viry, pardon, à Enstone. Donc, il y en a à peu près 25 qui voyagent. Alors, quand la réglementation a été, ce que je dis dans l'interview d'ailleurs, quand la réglementation a été mise en place, c'était premièrement pour économiser de l'argent, parce que je me rappelle de l'époque qu'on emmenait 120, 140 personnes sur chaque Grand Prix, donc forcément, il y a un coût financier, mais il y a un coût écologique important. Et en fait, suite à ça, on a tous créé ce qu'on appelle des war rooms, des pièces de guerre, où en fait on empilait 10, 20, 30, 40 ingénieurs en fait, qui sont connectés en permanence, qui restent dans l'usine, mais qui sont sur le même fuseau horaire, chance, les équipes de course. Quand vous êtes en Australie, ils viennent travailler à 22 heures, mais qui étaient connectés par radio en temps réel, en fait, à travers les écrans, à toute l'équipe de course, et ils voyaient la même chose que moi sur le muret, mais sur les ordinateurs de l'usine. C'est déjà une première étape, en fait, et en général, le recrutement des gens qui bougent, qui voyagent, on a besoin de gens qui savent, qui sont prêts, déjà techniquement, on a besoin de gens qui savent travailler sous pression.
vous êtes à l'autre bout du monde, il n'y a pas de choix, à délivrer. On ne peut pas penser du choix à pleurer dans son coin. Et donc, en fait, il y a des périodes de formation comme ça, et vous passez en général par cette war room avant de pouvoir devenir de l'équipe de voyage. Ceux qui sont là, en général, ils aiment bien y rester. Les opportunistes, c'est pas trop qu'il y en a un qui s'en aille. Déjà, les directeurs d'écurie et les directeurs de conflit sont d'accord avec le conflit de la vie. J'avais oublié ça. Alors, je vais pas faire le normand, mais je n'ai pas une position forcément. Le problème de 2021, alors il y a eu effectivement des erreurs de prise de décision, mais qui n'étaient pas d'ailleurs illégales. Le règlement a été appliqué, on va dire, pas de la bonne manière et pas au bon moment. Après, voilà, vous êtes fan de Lewis, vous hurlez, vous êtes fan de Max, vous êtes content. Mais si vous refaites un petit peu le fil de la saison, Red Bull avait démarré un peu mieux, Max a eu une très belle saison, Max a eu plus de problèmes. Mercedes, quant à eux, ils ne démarraient pas très bien, mais ils ont fini la saison d'une manière exceptionnelle. Et après, il y a quand même eu suffisamment d'incidents pendant la saison pour dire voilà, c'était un peu 50-50. Et malheureusement, Max était en meilleure position que Lewis à ce moment-là, même si Lewis était devant. Red Bull, on les connaît en termes de gestion sportive, ils sont très entreprenants, ils osent faire des choses que les autres ne font pas. Et eux, ils ont fait le choix de changer les pneus de Max, que Lewis et Mercedes n'ont pas fait le choix, et ils auraient pu le faire aussi. Ils ont été conservateurs, les autres ont été agressifs. Voilà, ils ont été opportunistes et ils ont gagné. Donc après, ça a créé toute la polémique que vous voulez. C'est le problème de la F1 et d'avoir des gens qui sont fans de quelqu'un. Forcément, on perd un peu notre objectivité et on passe par toutes les émotions. Et donc voilà, moi je suis ni fan de Max ni fan de Lewis. Pour moi, c'est l'avantage. D'un point de vue sportif ou financier, en tout cas, Max, champion du monde, c'est content. Mercedes, sont des champions du monde, c'est eux qui ont le chèque. Ah ouais. Vas-y. Vas-y. Alors, d'un point de vue technologique, c'est effectivement extrêmement similaire. Tout ce qui est carbone, tout ce qui est matériaux un peu exotiques, tout ce qui est process, tout ce qui est fabrication. Déjà, vous fabriquez une Formule 1 quand vous fabriquez un avion. Il y a eu sur certains projets, alors le plus connu, c'est la Mercedes de cette année, de 2022 en fait, même si ce n'était pas une réussite sportivement. Mais il y a eu une prouesse qui a été faite, parce que pour ceux qui s'intéressent à la F1, la Formule 1, ça a des formes un peu particulières, puis ça dépend de ce qu'on appelle sur les côtés, là, les sidepods. La Mercedes n'en a pas. C'est la première fois qu'une F1 a roulé sans ponton. Normalement, c'est là que vous mettez tous les radiateurs pour refroidir la machine. Et en fait, Mercedes a utilisé des procédés thermiques spatial pour réduire au maximum l'impact thermique des radiateurs, qui sont extrêmement gourmands en termes de traînée aérodynamique. Donc ça, c'est aussi des sujets qui concernent l'aéronautique. Et donc, voilà, il y a quand même de la technologie spatiale qui est aussi concernée, qui est impliquée et qui est amenée dans les recherches. Et des ingénieurs, des groupes d'ingénieurs d'ailleurs, qu'on paye uniquement pour faire de la recherche permanente active. Avis sur la nouvelle des écuries, qui est passé à moi, je voudrais par contre, c'est une voiture, c'est marrant. Mais ça fait pareil, et si j'étais encore dans l'autre côté, je dirais que c'est pareil du tout. C'est normal, tout à l'heure, ça s'appelle de la F1. La F1 gagne de l'argent à travers le sport, les télévisions et les producteurs de Grand Prix, parce qu'on paye beaucoup d'argent pour avoir la F1. Et ensuite, ce gâteau-là est partagé avec les écuries. Aujourd'hui, il y a 10 écuries, il y a un système extrêmement compliqué de partage, en fait, si vous voulez, de ces profits qui sont liés à l'ancienneté et à la performance. Vous êtes champion du monde, vous avez plus d'argent que vous êtes dernier. Ça. Maintenant, s'il y en a un 11e, les mecs ne sont pas forcément envie de partager, donc ça veut dire qu'il y aurait un 11e du gâteau qu'il va falloir partager.
forcément, ils ne sont pas très contents. Et malgré les efforts d'Andretti, de Cadillac et même du Porsche, essayer de rentrer, c'est pas gagné pour l'instant. Oui, il y a une question. Pardon. Alors, la question, c'est sur le calendrier de la F1. On parle évidemment d'empreinte carbone de la F1. On sait tous que d'ailleurs, le premier impact carbone, c'est le transport, c'est la logistique. Hein. Je suis parenthèse, mais en de France, par exemple, l'empreinte carbone des F1 des voitures qui roulent, c'est 0,7%. Donc, c'est ridicule. En fait, c'est le chiffre qui fait 80% de l'empreinte carbone de l'événement. En fait, la raison toute simple, c'est que 24 dates à caser dans un Grand Prix, c'est extrêmement compliqué parce que vous devez tenir compte des religions, en tout cas des événements religieux, des autres événements sportifs, du décalage horaire, de tous les événements culturels. Et je peux dire, c'est un casse-tête. Et donc, arriver à regrouper, par exemple, par zone, c'est pas possible toujours de faire en temps imparti. Chaque pays, chaque Grand Prix a aussi des obligations. C'est très très compliqué de faire un calendrier. En tout cas, ils essayent la F1 tous les ans d'essayer de rassembler l'Amérique ensemble, l'Asie ensemble, mais c'est pas possible. Pas tout le temps possible. Et ils doivent faire ça entre mars et fin novembre ou début décembre. Il y a aussi cette contrainte qu'il n'y aura pas de course entre décembre et février pour l'instant. D'abord, est-ce que ça, justement, vous êtes de l'autre côté comme ça, parce que là, la part de contact, c'est beaucoup plus assez petit. Est-ce que vous, ça vous manque au contraire, vous dites, alors, ce qui ne manque pas, c'est le documentaire, justement, parce que c'est vraiment une caméra tout le temps côté 12, c'est un peu pénible. Le côté sportif et le côté adrénaline me manque un peu, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais voilà, il y a un âge où aussi on apprend à apprécier la vie différemment. J'ai 2 sociétés aujourd'hui que je gère dans une start-up dans la nouvelle mobilité, justement. Ça m'occupe bien aussi, ça. Voilà. Donc, ouais, ça me manque un peu, mais c'est pas vital. Bon, après, voilà. on a parlé de j'ai été confronté à une certaine absence de la part des acteurs publics. Donc, notamment par rapport au solaire. On n'est pas là-dessus. Alors, la question, c'est effectivement, par rapport aux expériences, j'ai bien compris, vous avez déjà entendu dire pourquoi faire ça, c'est ça, pour aller dans l'automobile ou sport automobile. C'est automobile ou sport automobile? Automobile ou sport automobile? Alors, il n'y a pas de portage, hein. Ça ne marche pas entre les deux. L'automobile, c'est vraiment plus particulier. Après, vous avez, il y a des c'est comme je disais là, il y a la politique à faire quand on rentre dans la directive. Hein, chaque école déjà s'autoprotège, protège ses propres anciens élèves. On connaît tous les réseautages des grandes écoles. Ça va marcher la même chose pour les concurrents. Ça doit faire la même chose pour l'USA. Maintenant, effectivement, l'USA, ça a été d'abord l'aéronautique spatiale. Après, si ça ne marche pas là, il faut être étudié et déterminé. Et il n'y a pas de. Faire un master pour. Ça dépend de ce que vous voulez faire. En fait, il faut adapter toutes vos expériences, qu'elles soient scolaires, professionnelles ou stages, en fonction de ce que vous voulez faire. C'est vraiment important. Il ne faut pas se dire je vais travailler chez Renault. Pourquoi chez Renault? Moi, il y a nombre de gens qui m'ont dit je voudrais être ingénieur en Formule 1. Ouais, tu veux faire quoi? J'avais 450 jobs différents en F1. Lequel? Même dans l'aérodynamique, en F1, je prends l'exemple de F1 parce que c'est ce que je connais le mieux, mais en F1, vous avez le département aérodynamique, il y a 80 ingénieurs. Il y a à peu près
C'est-à-dire 12 jobs différents, ils sont tous ingénieurs. Donc, il y a un moment, il faut essayer de cibler. Alors, c'est pas facile quand on ne connaît pas. Mais il faut essayer de comprendre et s'en rapprocher. J'ai souvent donné le cas, si vous avez la chance d'aller sur un Grand Prix, par exemple, il faut être malin, essayer de vous trouver, discuter avec des ingénieurs. Déjà en français, il y en a plein en plus, donc c'est même pas un problème de langue. Il faut essayer de les coincer quelque part. Ils vont parler. Vous trouvez leur hôtel, tout ça. Vraiment. C'est compliqué. Non, mais ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Rentrer dans un panel de Formule 1, c'est quasiment impossible. Alors, il y avait la possibilité de rentrer soit d'être bénévole, soit d'être intérimaire, soit de trouver un job. C'était une possibilité, mais si vous étiez muté à Saint-Baume, bon, c'est raté, parce que là, vous êtes pas mais il y a toujours la possibilité de rentrer en contact avec quelqu'un. Il faut être un peu malin, quoi. Et après, il peut vous expliquer, il peut vous donner des contacts. Voilà, si ce n'est pas possible par la voie normale avec la lettre et le CV, il peut essayer de trouver d'autres moyens. Je veux savoir, est-ce que la Formule 1, c'est vraiment spécifique la Formule 1, on peut quand même voyager dans le web, des CGT, voilà, c'est vraiment tout ça à mettre en place. Alors, toutes les courses sur automobile, vous voyagez, donc après, si c'est le voyage qui vous intéresse, je conseille le WEC, mais l'expérience que vous allez acquérir effectivement dans un championnat comme le WEC, parce que c'est d'un très haut niveau, le WEC. En tout cas, sur des voitures qu'on appelle maintenant les hypercars ou les LMDH, c'est d'un très haut niveau technologique. Ça va vous aider énormément effectivement pour trouver un job en une fois. Et vous rapprochez très vite de l'équipe. Il y a aujourd'hui, je vais dire qu'il n'y a pas de voie royale. Chaque écurie a sa propre manière de recruter. La seule chose qui est importante, c'est quand vous êtes placé dans l'équipe de course, on sait que vous savez travailler sous pression. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Il y a des plages horaires. Vous n'arrivez pas 3 semaines avant en Australie. Hein. Vous n'avez pas le temps de vous acclimater. Hein. Donc, les ingénieurs arrivent le mardi en Australie, la course, c'est le dimanche. Je veux dire qu'on ne dort pas beaucoup. Donc, il faut savoir travailler dans des conditions un peu compliquées, travailler avec des décalages horaires, travailler sous pression parce que quand la voiture doit rouler à 10h le vendredi matin, c'est pas 10h15. Sinon, il y a un con comme moi qui arrive et qui met c'est comme ça. La voiture doit sortir des stands à 10h. Et donc, ça, c'est des petites choses qui font, c'est comme un événement, hein, c'est pareil, on doit être prêt le jour J. Et ça, c'est une grosse différence avec, je dirais, la vie normale de tous les jours où on travaille dans l'industrie. Je le vois aujourd'hui dans ma nouvelle vie, je vois des projets des fois qui dérivent de 2-3 jours, 2-3 semaines. Ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça. Mais là, vous n'avez pas le choix. Donc, effectivement, c'est des profils. Alors, quand vous avez déjà vécu ça à travers des championnats assez importants comme le WEC, notamment, ou le 24 du Mans ou autre, effectivement, c'est un plus sur la CV. Vous avez parlé des startups. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la Formule 1 et c'est pour ça que vous êtes orienté sur des entreprises ou si vous avez une nouvelle passion ou quelque chose comme ça? Une nouvelle passion, oui et non. De l'entrepreneuriat, ouais. Après, non, c'est parce que j'ai fait 24 ans dans la course automobile, nettoyer les roues à la Formule 1, diriger un grand prix, un grand événement. J'avais envie de faire autre chose dans ma vie, j'avais envie de passer un peu plus de temps avec ma famille. Même si ce n'est pas le cas, mais pas très loin quand même. Moi, je fais le week-end déjà. Mais bon, je suis quand même 4 fois dans un avion par semaine, donc forcément, je ne suis pas toujours à la maison. Mais je voulais avoir autre chose et j'ai toujours eu ce côté management humain et entrepreneurial. Donc, j'ai une boîte qui fait de la bouffe, alors ça n'a rien à voir avec l'automobile. Je rentre au supermarché avec des trucs. Bon, ça marche tout seul maintenant, donc je me suis concentré sur autre chose qui est. Je fais des voitures maintenant, mais des petites voitures qui roulent à 70 km/h électriques pour les villes, qui vont rentrer, si tout va bien, dans les applications de nos fameux Line, Tier, Dot, dans les trottinettes, et puis donc, normalement, j'espère l'année prochaine, l'option trottinette ou l'option voiture, et tout ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est ce que je sais faire. D'ailleurs, je cherche des stagiaires. Hein, je ne recrute pas encore tout à fait, mais je cherche toujours. Vous pouvez postuler, mais voilà, c'est un autre mode de vie. C'est pareil, je débarquais là-dedans, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais
Au début, on m'a présenté ce projet qui était un peu vraiment début. Je l'ai pris en main. Ouais, c'est mon associé en fait avait été déjà dans les trottinettes. Il a vu arriver que ces trottinettes, là, une tire débarquer, il s'est dit c'est quoi ce truc-là là. Il a commencé à regarder un peu comment c'était, et puis on s'est rencontrés à travers un commun, il m'a parlé de ça, je lui ai dit, mais ça va pas, partager une trottinette. Il a eu 3 mois à me convaincre, et puis il m'a convaincu. Et puis j'ai rejoint l'aventure, et puis du coup, je faisais mon réseau, c'est l'avantage, c'est en F1. Donc je suis allé voir les fondateurs de l'ARM, les fondateurs de tir, directement pour comprendre ce qu'ils voulaient faire. Après, je suis allé voir Hidalgo, Strauss, le maire de Vienne, et enfin, j'ai un peu voyagé pour essayer de comprendre comment ils voulaient changer les villes. Et donc, effectivement, il y a eu une convergence entre ce qui s'appelle une nouvelle mobilité en futur. Et ils manquait un produit dans leur, qui s'appelle leur multimodalité, dans leur offre multimodale, ils manquait un véhicule 4 roues, qui doit faire et gagner de l'argent et pas en perdre avec une Renault Zoé. Voilà. Est-ce que vous pensez de l'ajout d'un circuit en Formule 1 des circuits de ville, comme notamment Las Vegas, Miami, qui ajoutent tellement au détriment de grands cadres historiques. Le Grand Prix de France, on a dit que Monaco et Spa étaient aussi en danger. Vous pensez de... C'est la vie. Malheureusement, c'est comme ça, il faut s'adapter. La demande commerciale, l'intérêt pour la F1 passe par des grands prix plus spectaculaires. Comme je disais tout à l'heure, on parle de Manicourt. Paul Ricard avait aussi ses limitations en termes d'accessibilité, mais aussi en termes d'hôtel. 200 000 spectateurs, on était petit, le petit pousset de Hongrie, un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui, c'est 350 000 spectateurs minimum, 450 maximum. On parle quand même de pratiquement 500 000 personnes sur un Grand Prix comme aussi. Las Vegas, j'y étais là il y a 15 jours au CES, je suis passé voir les installations de la F1, c'est juste spectaculaire, quoi. Et pareil, de les hôtels, ils ont plein. Mais c'est la F1 moderne, la F1 moderne a besoin de se montrer, d'activer, et donc c'est l'évolution. Voilà. Là, qui me disent pour la presse. On peut l'imaginer, on peut le fantasmer. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, je ne peux rien dire. Et oui, j'essaye de sauver oui, là, mais voilà, trouver une solution pour que la F1 revienne en France. Maintenant, c'est encore plus compliqué qu'avant, donc on verra. Tout à l'heure, vous nous avez dit que l'avenir de la F1, ce n'était pas l'électrique. Il faut que carburant, c'est un limité, il n'y a pas de carburant de synthèse, c'est encore. Aujourd'hui, on veut que la pollution soit forcément la plus limitée et limitative possible, voire même si on pouvait mettre à zéro, c'est parfait. Aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui ont été mises en place, notamment par Total. Je ne dis pas ça parce que c'est Cocorico, mais le carburant de 4 ans il est synthétique et je crois que 80% de pollution en moins par rapport à un fossile. Déjà, on se demande pourquoi ils n'y vont pas tout de suite. Donc après, il y a des intérêts économiques, évidemment, mais c'est déjà une première évolution. La deuxième, c'est que, et là je vais blâmer les constructeurs automobiles, parce que depuis 30-40 ans, on leur demande de faire des moteurs plus économiques ou moins. Ils ont trouvé la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est de mettre des coups catalytiques à l'époque qui polluaient encore plus la planète. Et après, ils ont été trichés en changeant les matures des moteurs. Volkswagen s'est fait chuter, ils ont payé très cher, maintenant ils ont compris qu'il fallait arrêter. Mais voilà, ils auraient dépensé un peu d'argent dans les moteurs et s'inspirer un peu de technologie des moteurs de F1 aujourd'hui. On pourra avoir des voitures qui consomment 2 fois moins, voire 3 fois moins avec l'arrivée de l'isolation. Voilà. Quand on le monte chez soi et qu'on ne voit pas ses proches et qu'on ne va se donner sur la comment est-ce qu'on arrive à garder la tête hors de l'eau et à donner du sang? Mais acquis de philosophie. Bonne question. Alors, la question, c'est quand on est toujours au loin, comment on garde la tête hors de l'eau et on garde un peu ses valeurs. Il suffit déjà, le fait de faire un métier passion, quand on est loin, déjà, on n'a pas les mêmes horaires, on ne fait pas un 9-17, clairement, on fait plutôt un 6-23 déjà, donc ça fait moins de temps de penser comme ça.
Et puis après, il faut avoir, c'est un choix de vie en fait. Hein. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, même dans votre carrière ou dans ce que vous ferez, vous pouvez partir à droite dans l'ingénierie spatiale et finir demain ailleurs. Moi, j'ai des copains qui ont fait d'autres écoles, pas celles de Des copains qui ont fait arts et métiers, qui sont partis voilà, à TPC dans la filière arts et métiers, et aujourd'hui, c'est décorateurs d'intérieur. Donc, ça n'a rien à voir. Et je vais bon, c'est un exemple que je cite, mais moi, je suis sorti de ça en disant je vais faire ingénieur de piste et je me suis retrouvé à gérer des grands Formule 1. Donc, on sait qu'aujourd'hui, je construis des voitures électriques. Donc, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous faites ce que vous faites, c'est un choix de vie. Et après, c'est de vous entourer aussi bien professionnellement que personnellement les gens progressifs et qui respectent ça autant que vous les avez respectés. C'est pas toujours facile, hein, je ne vais pas divorcer. On sait que c'est un peu assez tardé, et là, vous pensez que ça va encore plus pour les femmes. On a vu notamment que Chaplin, là, il y a une direction aussi. C'est que les femmes vont prendre encore plus de place. Alors, c'est un sujet aussi un peu sensible. Hein. Je dirais qu'à la rigueur, les femmes aujourd'hui ont plus de chances de rentrer les femmes que les hommes. Parce que, on voit, il y en a quand même moins dans le panel de l'homme. Et en fait, les écuries, notamment anglaises, il y en a quand même 7 sur les 12 en Angleterre. En Angleterre, il y a un gros programme du gouvernement en fait, pour la parité. Et donc, effectivement, il y a des gros efforts qui sont faits pour justement faciliter l'accès à la F1. Donc, c'est un sujet, c'est quand même un milieu qui a été très machiste et voire sexiste pendant très longtemps, qui s'est maintenant ouvert. On voit d'ailleurs des stars, hein, la personne qui est en charge de la fameuse stratégie de course chez Red Bull, c'est une femme. Donc, il y en a d'autres, il n'y en a pas d'autres. C'est de la manipulation. C'est le 20%. Hein. Que ce serait pas un peu de ça. Aéroactive. Je parlais de projet d'aéroactive. Ouais. Ah ouais, non, je ne comprends pas. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que déjà le DRS, ça a été quand même assez mal accueilli par les vraies formes de sport et de Formule 1. Il n'y aura pas on ralentira pas de voiture pour que tout le monde rattrape. Ça n'arrivera jamais. Il y a une question, je pense, d'un Toulousain qui demande est-ce que les écuries comme BMW ou Porsche vont voir le jour dans quelques années et que pensez-vous de la scène actuelle de la F1 F1. C'est la scène actuelle. On a un peu répondu. Ouais. La scène actuelle. La scène les acteurs, actuelle. mais vous avez un petit peu répondu tout à l'heure. BMW, non. Ce que je sais, c'est Mathéo. Il y a en 24 heures du Mans, par contre, en catégorie LVH, catégorie top. Porsche essaie de revenir en F1, oui. Ils se sont pris une douche froide parce qu'ils ont essayé de se marier avec Red Bull et ça ne s'est pas fait. Donc ça va être très compliqué pour eux, très sincèrement, pour pouvoir le dire. Et puis après, la scène de la F1, je n'ai pas vraiment d'opinion. Est-ce qu'elle est si on peut avoir de plus en plus de vainqueurs de Grand Prix, forcément, ce sera plus intéressant et ça donnera plus d'histoire à raconter pour Netflix. Ça continue la Formule 1 vers un show, un spectacle, chez les gens s'attendent à voir le métier. Alors, les deux. Il y a du positif dans la série Netflix parce qu'effectivement, la F1, comme moi j'y étais, il y a un vrai problème tous les ans. C'est que tous les ans, il y avait des enquêtes de fait sur l'âge moyen du fan de Formule 1 et tous les ans, il prenait un an d'âge. On s'est dit là, il y a un problème quand même. Ça va faire quelque chose. Et ça veut dire que la F1 se déconnectait en fait des jeunes générations. Moi, à l'époque, c'était encore le vieux Bernier Closseau qui gérait ça, donc il n'y avait pas de Twitter, Instagram ou ce que vous voulez. C'était interdit. Et tous les lundis matins, il y avait des lettres d'avocats qui partaient d'Angleterre et qui faisaient fermer tous les sites où il y avait des vidéos. Voilà. C'est comme ça dans l'époque. Voilà.
Mais oui, c'était un autre style. Quand la F1 a été rachetée en 2017, je crois, par les Américains, eux, ils ont fait l'inverse, ils ont ouvert tous les robinets en disant allez-y. Donc déjà, ça a libéré, on va dire, les canaux de diffusion. Et la série Netflix, en fait, a permis à une jeune génération, puisqu'aujourd'hui, les 12-22 ans s'intéressent à la F1, et notamment les femmes. Et je pense que 40% des jeunes femmes s'intéressent à la F1. Alors, la F1 n'est plus consommée comme on a pu le faire nous dans le passé, où on regarde les voitures, ce qui a fait plus tard, avec se dîner et trouver. Là, c'est plutôt un lifestyle, en fait. On supporte un pilote et on regarde sa vie, et à travers les réseaux sociaux, ça a explosé. Donc, c'est plutôt positif. Après, effectivement, oui, j'ai vécu un bout de la première saison à Netflix, c'est quand même pas tout à fait la vérité, c'est un peu exagéré, on va dire. Mais bon, ça fait partie du show. C'est quand même les Américains qui l'ont racheté, donc on ne va pas se le faire. Hein. Voilà, et ça fait partie aussi du succès aujourd'hui qui fait que beaucoup de gens, de plus en plus de gens suivent la vie. Votre passif dans la F1, est-ce que vous aviez aujourd'hui des comptes avec l'accident à Raikkonen, Grosjean, et est-ce que vous en aviez un qui vous a vraiment le plus marqué, que ce soit dans la manière dont vous gériez, ses expériences en course, ou justement son aspect humain, et même derrière le volant? De tous les pilotes que j'ai managés, en fait, ils ont tous un côté attachant et un côté pas du tout. En fait. Donc, ils ont chacun des qualités. Forcément, des champions du monde sont des personnalités encore un peu plus compliquées à gérer. Le pilote le plus impressionnant sportivement, c'est Alonso pour moi. Le pilote le plus impressionnant, ce qu'on appelle la racecraft, je ne sais pas comment on dit en français. Sa capacité en fait à gérer sa course, c'est Kimi. Il est impressionnant. Le plus vite sur un tour, c'est Grosjean. Voilà, ils ont chacun sportivement des atouts ou pas, des personnalités différentes. Alors après, je suis tout à l'heure, il y en a qui sont plus compliqués à gérer que d'autres, mais il n'y a pas vraiment un pilote qui est sorti, je dirais, du lot. Ils sont tous différents. Est-ce que vous pensez que dans le monde de l'automobile, ça va faire passer un cap avec des technologies, par exemple avec des technologies appliquées, etc. Alors, complètement. Le sport automobile, à la base, ça a été créé comme un. Alors, au début, c'était des compétitions de gentlemen qui faisaient une guerre d'ego. Mais c'est devenu, en fait, plus tard, des laboratoires technologiques pour les constructeurs. C'est pour ça que des constructeurs s'en vont, partent du sport automobile parce que c'est trop cher, parce que ça correspond à leur stratégie, et ils reviennent dans d'autres séries. On parle de BMW tout à l'heure, qui a quitté la F1 il y a quelques années et qui est revenu ensuite dans GP, et maintenant qui revient à performant. Peugeot, c'est la même chose. Ils ont été au performant il y a 20 ans, et là ils sont revenus au performant parce que la nouvelle réglementation du grid correspond à ce dont ils ont besoin pour tester les nouvelles technologies, pour pouvoir trouver sur les simulations du Peugeot. Donc chaque constructeur, en fait, si vous regardez quasiment tous les constructeurs automobiles comme européens, sont engagés quelque part dans le sport automobile parce que c'est un laboratoire. Est-ce qu'il y a un pilote passé peu de temps avec lequel vous avez pu travailler, soit parce que derrière le volant il était passionné, soit parce que. Je vais répondre ça, je vais répondre sur Max et Lewis. Alors moi, j'ai eu la chance de connaître Max quand il avait 12 ans, parce qu'à l'époque, je manageais Esteban Ocon et tous les week-ends, je devais aller séparer les deux parents et se taper dessus. C'est vrai, hein. C'est vrai. Des histoires, je pourrais raconter pendant des heures. Laurent Ocon, le papa d'Esteban, qui s'est tabassé avec Jos Verstappen, le papa de Max, je séparé de tout ça tous les deux. Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai interdit tout à l'heure que Laurent Ocon de perdre Esteban. J'étais en F3. F3, j'ai plus voilà, il n'était pas interdit de paddock. Moi, j'étais parti chez McLaren, donc je ne gérais plus la carrière d'Esteban, mais c'était Bonnet à la gauche chez Mercedes qui gérait Esteban. Il a gardé la même règle. Et je me rappelle, je ne sais plus quelle année, c'était, je crois, 2014 ou tout ça.
Je suis dans le paddock de Spa. J'arrive le jeudi après-midi. Esteban venait d'être nommé pour piloter chez Marussia à l'époque, une petite écurie en F1. Et là, j'ai un mec qui rentre dans le paddock, qui fait ça y est, je suis dans le paddock. C'est vrai, ils sont vrais. Hein. Maintenant, j'ai le droit de dire, je suis pas allé, mais si je t'avais pas intérêt de le dire, tu ne serais pas là aujourd'hui. La vérité, c'est parce qu'il y a tellement d'émotions de la part des gens autour des pilotes qu'il y a des fois, effectivement, c'est tellement ingérable que. Voilà. On prend des décisions un peu radicales. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ah. C'est arrivé donc chez Renault. Comment vous gérez dès la première année d'être champion du monde et ça, la capacité en tant que motoriste? Comment? Ah oui, oui. Vous gérez ça directement d'être entré dans une nouvelle. Alors, en fait, moi j'étais embauché par Exxon. Donc en fait, moi j'avais rien à voir avec Thierry Chatillon qui était à Renault. À l'époque déjà, en fait, moi je travaillais pour Chimie Capital, donc ce fonds d'investissement luxembourgeois qui avait racheté Renault, enfin qui avait racheté l'écurie à Exxon, et Renault avait gardé l'entité moteur. En fait. On le gère assez mal en fait, quand c'est l'écurie voisine, qui a le même moteur qui gagne, on le gère assez mal en fait. Ça permet aussi de s'en inspirer, puisqu'on sait qu'on a le même matériel, en tout cas le même moteur, et ça nous permet aussi dans tous les calculs comparatifs qu'on peut faire par rapport à nos compétiteurs. Au moins, on sait où on doit travailler et où on doit gagner et gratter. Et c'est aussi pour ça que 2010-2011, ça a été compliqué. Et 2012-2013, on n'a pas battu Red Bull à l'époque, mais on s'est mis à battre McLaren et Ferrari. Et au moins, on a battu Red Bull 2 fois et on a été sur le podium une vingtaine de fois. Donc, c'est pour moi, on s'était rapproché de référents Red Bull et ça a servi à ça. On va bientôt s'arrêter. On fait encore 2 questions, 2 dernières questions. Vas-y. D'accord. Juste quelqu'un d'autre. Tu peux les poser après. Mais à 16h, monsieur. Par rapport à votre carrière chez McLaren, vous n'êtes pas arrivé à un bon moment, on va dire, de la force de McLaren. Depuis peut-être en 2017, c'est un peu compliqué. Et est-ce que ça a été plus compliqué, par exemple, de gérer des pilotes, par exemple, Alonso qui était extrêmement frustré, qui est arrivé justement, on parlait à l'époque justement de renouveler la avec 3 techniques, c'était la même chose. Et au final, justement, de se retrouver avec le fameux message du PNG qui n'était pas ce que vous avez avec votre activité. Est-ce que, comment vous avez vu Alonso à cette époque d'un point de vue? C'était un peu compliqué de ma vie. Parce que déjà, j'ai passé, comme je dis, un certain nombre de samedis soirs à essayer de convaincre de quitter Ferrari pour rejoindre McLaren. Et forcément, à un moment, on promet la Lune, et je pensais qu'on ira jamais sur la Lune. Mais le but, c'est de réussir. C'est de ramener Alonso chez McLaren. Donc forcément, après, la première séance d'essai, une classe de moteur avant de faire un tour, ça part mal. Là, donc il y a eu des moments de solitude aussi, où en fait, on l'a laissé un peu dans son coin. Comme on dit, se calmer avant de pouvoir parler. Il y avait 2 attachés de presse avec lui, parce que sinon, j'aurais eu le droit au GP Touring dès le départ, en fait. Mais voilà, il y a un moment, la marmite, on l'a tout le temps qu'on a pu. Et puis, il y a un endroit où, effectivement, il peut s'exprimer tout seul, c'est dans le cockpit d'une voiture. Et voilà. Effectivement, c'est extrêmement compliqué. Vous avez parlé beaucoup de suites de plateau, à la développement, etc. Qu'est-ce que la neutralité, comment vous avez été impacté par la neutralité qui est arrivée J'ai malheureusement pas de... Ouais, je me rappelle ma première séance d'essai avec Renault F1, moi j'avais déjà fait quand même 12 ans, 13 ans de course. D'arriver dans le paddock, en plus j'avais de mes habitudes, enfin d'habitude je n'avais pas en F1, mais je ne vais pas passer par la grande porte, je passe toujours par les portes de derrière. Et là vous avez 5 paparazzis qui vous attendent. Vous attendez qui?
ça fait drôle au début, en fait. Puis bon, après, on s'habitue. C'est pas tous les jours rigolo, en fait. Hein. Ça m'arrive encore, peut-être pas toutes les semaines, hein, de me faire stopper dans la rue ou des fans de F1 me reconnaissent. Ça peut paraître flatteur, c'est pas toujours sympa. Après, ça fait partie du métier, donc il faut jouer, il faut composer avec. On avait des points presse tous les jours, donc forcément, on met sa tête dans la presse tous les jours. Forcément, il y a un moment, les gens connaissent, donc il faut faire avec. Mais après, ça se gère plutôt bien. On n'est pas non plus des rockstars. Hein. J'ai eu une expérience comme ça, justement, pas de rockstar, mais je suis Kimi Raikkonen, notamment. A été élu tous les ans sportif de l'année en Chine. J'adore les Chinois, les Chinois, mais les Chinois quand même. J'adore Kimi. Et donc, j'ai fait un événement pour notre sponsor Unilever avec lui à Shanghai. Il y avait à peu près, je crois, ils avaient fait un petit concours, il y avait 1000 personnes, plein de médias. Et il y a un moment, en fait, ils se sont tous relevés sur Kimi. Et il y avait 5 gardes du corps, il y avait tout le service marketing avec nous, ils nous ont tirés comme ça par les bras. On est parti en courant, avec une horde derrière qui nous criait. Quoi. Et c'est une histoire vraie, je suis arrivé, donc il y avait le service de sécurité qui avait ouvert l'ascenseur au bout du couloir qui nous attendait. Et on est rentré dans l'ascenseur, et bon, il y a quelqu'un qui a sauté, qui m'a arraché ma chaussure. Enfin, c'est pas moi qui voulais, c'est Kimi, hein, pas de chance pour moi. Mais, et là, je peux vous dire que, mine de rien, c'est une expérience qui est un peu traumatisante quand même. Et je me rappelle dans le sous-sol, dans la voiture, qui me regarde, qui fait bah, tu vois pourquoi je n'aime pas faire des événements. Ah, ça veut croire maintenant. On va s'arrêter là, parce qu'il a un avion après. Il a décidé, il prend combien d'avions pour semaine 4. Donc on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci. Merci pour toutes vos questions. Bravo pour votre question. J'espère que ça vous arrive à la fin et que ça ne va pas. Merci.